bonjour à tous, je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité pour les GILAR. Ça fait du bien de se déplacer depuis quelques semaines. Donc Paris et Lille, c'est vraiment la porte d'à côté. Donc on va discuter d'échographie rénale aujourd'hui. Alors vous allez voir, c'est un tout petit peu moins établi que ce que nos collègues viennent de montrer sur l'échographie thoracique en général, ou un peu plus pulmonaire pour l'un et cardiaque pour l'autre. Ça a l'air d'avoir son importance pour certains, à spécifier. Mais il y a beaucoup de choses nouvelles qui sont apparues et il est nécessaire de faire le tri. Donc globalement, en réanimation, l'insuffisance rénale aiguë, c'est un problème quotidien puisque ça concerne 40% des patients et qu'on a globalement en proportion 5% d'insuffisance rénale aiguë post-rénale, c'est-à-dire liée à une obstruction, il ne faut pas oublier les diagnostiquer, 40% d'insuffisance rénale aiguë pré-rénale qui était dite fonctionnelle et 55% d'organique, elles sont désormais plutôt dites répondant au remplissage vasculaire ou répondant moins au remplissage vasculaire pour les insuffisances rénales dites rénales. Dans tous les cas, l'hypoperfusion rénale, elle est toujours un facteur aggravant de l'insuffisance rénale aiguë, donc il faut essayer de la dépister. Donc qu'est-ce qu'on attend de l'échographie rénale en réanimation? On aimerait bien qu'elle nous donne une étiologie quant à l'insuffisance rénale aiguë, qu'elle puisse nous permettre de faire une étude hémodynamique rénale et de répondre à la question est-ce que mon rein est bien perfusé, oui ou non, de donner un pronostic sur cette insuffisance rénale et voir de guider la thérapeutique. Alors en ce qui concerne l'étiologie, le premier élément qui est le plus simple, c'est qu'on n'a pas besoin d'être expert pour diagnostiquer une obstruction rénale. D'accord ? Vous prenez cette étude qui a été réalisée aux urgences chez 96 patients qui arrivent avec une insuffisance rénale aiguë et avec un appareil d'échographie qui n'est pas un appareil d'échographie de radiologue, mais avec un appareil point of care. Vous avez 90% de sensibilité et 100% de spécificité pour faire le diagnostic d'obstruction rénale aiguë. Voilà, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de pratique pour pouvoir le dépister. Bien sûr, dans les cas litigieux, on peut faire appel au radiologue, mais c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement au lit du patient, en réanimation, pour éliminer l'obstruction. Alors, en ce qui concerne la perfusion rénale, c'est un petit peu plus compliqué. Déjà, parce que si on veut définir la perfusion rénale, c'est quoi? La perfusion rénale, elle dépend du débit sanguin, de ce qui arrive au rein, et puis le rein, il se trouve aussi, c'est un organe qui est dépendant de la pression. Donc en fait, on ne peut jamais raisonner en dissociant les deux. Ce n'est pas un paramètre qui explique tout, ils sont intrinsèquement liés. Et puis la perfusion, elle est différente entre la corticale et la médulaire. La corticale, ça va beaucoup être les glomérules, ça va produire le débit de filtration. Et puis la médulaire, c'est toutes les fonctions de réabsorption au niveau des tubules. Et cette répartition, elle est différente. La production de tout ça, c'est le débit urinaire. Et en fait, il n'y a aucun paramètre réel qui vous dit qu'est-ce que c'est la bonne perfusion rénale. Alors l'échographie va essayer d'intégrer tout ça. Elle propose des paramètres dont on dit qu'elle vous donne une exacte estimation de la perfusion rénale, mais modulo quand même certaines situations. Celui qui est jusqu'à présent le plus étudié, c'est le Doppler rénal. En fait, c'est parce que sur l'écran, je ne vois pas bouger et il voulait. Je suis désolé, c'est un petit moment de solitude. Bon, ici, vous êtes en mode Doppler, et vous voyez le rein droit, c'est souvent celui qui est plus facile à voir. Vous avez ici, en fait, les artères interlobaires, distales, et vous pouvez mesurer au niveau de ces artères lobaires le flux au niveau des artérioles rénales. Pour ceux qui sont coutumiers de la neuroréanimation, vous avez un profil qui peut s'approcher de ce qu'on peut voir pour le Doppler transcrânien. D'accord ? Le rein est perfusé à la fois en systole et en diastole, et cette diastole, elle est importante. On peut le quantifier par l'index suivant qui est l'index de résistivité. Attention, ce n'est pas le même que l'index de pulsatilité du Doppler transcrânien, c'est VS-VD sur VS, c'est pas VS-VD sur VM. D'accord ? En ce qui concerne la patiente qui est ici, l'index de résistivité est 0,7. On va le voir tout à l'heure, mais l'index de résistivité varie entre 0,5 et 1. 1, c'est la valeur plafond, différente du Doppler transcrânien. Vous êtes plutôt 0,7 en valeur basse, et ça peut monter jusqu'à 3 ou 4. D'accord ? Donc l'index de résistivité rénale, c'est entre 0,5 et 1. Alors il y a plusieurs études qui ont été faites chez des volontaires sains pour décrire ce que c'est que l'index normal. Vous voyez, globalement, c'est entre 0,55 et 0,7. Et on peut considérer qu'un index de résistivité supérieur à 0,7, c'est une valeur qui est alarmante.
Alors qu'est-ce que ça donne quand on a une altération de l'index de résistivité en termes ça passe sur l'ordinateur, mais là, elle n'a pas l'air de passer. Je vous demande de regarder dans ce cas-là l'unique flux que vous avez à gauche, avec une systole qui est préservée et quasiment l'absence de diastole. Et si vous faites le calcul de l'index de résistivité ici, c'est 0,86. D'accord ? Il y a une perte de diastole au niveau rénal, qu'on peut potentiellement interpréter comme une baisse de perfusion rénale. On va essayer de moduler un petit peu cette interprétation qui est un petit peu trop directe. Alors à quoi ça sert l'index de résistivité? Il a beaucoup été utilisé en réanimation pour, au cours d'une insuffisance rénale aiguë, prédire si cette dernière allait être pérenne, durer plus de 3 jours, ou moins de 3 jours si elle était plutôt d'origine prérénale. Là, chez 100 patients de réanimation, c'est à 50 patients qui sont en choc septique, vous voyez que ça a une bonne aire sous courbe, 0,93, pour prédire le fait que l'insuffisance rénale va être prolongée, qu'elle est plutôt organique, lorsque l'index de résistivité est supérieur à 0,69, avec une bonne sensibilité et une bonne spécificité. C'est une étude qui est monocentrique, avec des patients qui sont assez homogènes, choc septique, post-arrêt cardiaque, en tout cas des chocs vasoplégiques. Une étude plus récente, multicentrique, qui a été réalisée chez 371 patients, dément un peu ce type de résultat. Vous voyez bien qu'ici, entre les patients qui ont une insuffisance rénale à droite et ceux qui n'en ont pas, l'index de résistivité est significativement augmenté en cas d'insuffisance rénale. Et quand il s'agit de dépister si cette dernière va être transitoire ou prolongée, il n'y a absolument aucune différence. Alors passer d'une aire sous courbe à 0,93 à une aire sous courbe qui n'est pas du tout significative, c'est toujours un petit peu embêtant quand on décrit un paramètre. 371 patients, cette fois-ci il y a des brûlés, des septiques, des neuros, des traumatisés, de la chirurgie et des détresses respiratoires. Et donc on ne parle pas toujours de la même population. En effet, il y a beaucoup de facteurs qui influencent l'index de résistivité. Parmi eux, il y a ceux qui nous intéressent. Le fait d'avoir un débit sanguin rénal altéré, le fait d'avoir une pression artérielle qui n'est pas adaptée à la perfusion rénale, et c'est cela qu'on cherche particulièrement à évaluer. Il faut savoir aussi que la pression abdominale, la pression interstitielle, ça joue sur l'index de résistivité. On perd de la diastole quand il y a trop de pression dans l'abdomen, et ça peut se voir en post-op de chirurgie abdominale, et ces patients existaient dans l'étude précédente. La deuxième chose, c'est qu'une maladie rénale sous-jacente atteint aussi l'index de résistivité. Avoir une amylose ou une atteinte interstitielle, ça comprime les vaisseaux, ça fait perdre de la diastole. Et enfin, l'âge joue. L'index de résistivité à 85 ans est un peu plus élevé que quand on a 20 ans. Et donc quand on mixe des populations qui sont totalement différentes, en fait c'est difficile de trouver une valeur absolue d'index de résistivité qui va indiquer que l'insuffisance rénale va probablement récupérer ou que l'insuffisance rénale va probablement survenir. C'est une limite qu'il faut connaître, c'est important. On ne peut pas donner un chiffre absolu comme pour le E sur E' de façon assez tranchée. Il faut savoir dans quelle population on se place. Alors la preuve ici, que ce soit en chirurgie cardiaque, choc septique, patient tout venant de réaction médicale plutôt âgée, vous voyez que la valeur de l'index de résistivité en termes de cutoff varie de 0,71 à 0,80, donc c'est un éventail assez large quand on est entre 0,5 et 1. Alors en périopératoire, les choses sont différentes. Pourquoi? C'est parce qu'on a une photo du patient avant de débuter la chirurgie. Et ça explique pas mal de choses. Ici c'est de la chirurgie orthopédique, c'est pas la plus à risque d'insuffisance rénale. Et sur de la chirurgie prolongée ou des reprises, le risque d'insuffisance rénale existe. Si vous regardez l'index de résistivité des patients qui vont faire une insuffisance rénale à droite versus ceux qui n'en font pas à gauche, vous voyez que déjà au départ, avant la chirurgie, l'index de résistivité est un peu plus élevé pour ceux qui vont faire insuffisance rénale. Il y a un substratum, il y a quelque chose, ils sont un peu plus âgés, ils ont un rein qui est un petit peu plus malade. Et si vous regardez ce qui se passe après la chirurgie, ceux qui vont faire insuffisance rénale vont avoir tendance à augmenter leur index de résistivité et restent plutôt stables chez ceux qui ne feront pas l'insuffisance rénale. Voilà, le périopératoire permet d'avoir le T0, de gommer les paramètres âge et puis maladie rénale préexistante. Et finalement, si on regarde les courbes ROC, l'index de résistivité post-op ou la variation entre le post-op et le pré-op sont assez efficaces pour prédire le risque de survenue d'une insuffisance rénale avec une aire sous courbe qui est correcte. Ici, le cutoff était à 0,71. Je vous invite, quand on regarde la littérature, à bien regarder les choses. Ce n'est pas les mêmes patients qui ont une chirurgie orthopédique que ceux qui vont avoir une chirurgie cardiovasculaire. En cardiovasculaire, ils sont plus malades des vaisseaux. Les cutoffs sont plutôt vers 0,74, 0,75. En fait, globalement, supérieur à 0,75, c'est toujours pathologique. Et ça peut être un petit peu plus bas pour certaines chirurgies.
Alors qu'est-ce que ça signifie du coup l'élévation de l'index de résistivité? Ça peut être un problème de vasoconstriction rénale qui se produit pendant la chirurgie, une élévation de la pression interstitielle, surtout si c'est une chirurgie abdominale, une baisse du débit sanguin rénal par hypovolémie ou baisse du débit cardiaque par baisse de la fonction pompe, ou même une augmentation de la pression pulsée qui est souvent liée à une vasoplégie. Est-ce que ça veut dire que c'est réversible, ou est-ce que ça veut dire que quand l'index de résistivité est augmenté, les lésions rénales sont déjà en train de se produire et on ne peut plus revenir en arrière? On est quand même très précoce après la chirurgie, donc c'est peut-être le reflet d'une mauvaise hémodynamique intrarénale qui est réversible avec une réanimation précoce. Alors qu'est-ce qui a été fait à ce niveau-là? Ici ce sont 11 patients, c'est une étude qui est un petit peu ancienne, une étude qui était préliminaire à l'époque, 11 patients qui étaient en état de choc septique, et chez qui on montait la pression de 65 à 75, puis de 75 à 85, et l'index de résistivité baissait de 0,75 à 0,71 quand on augmentait la pression artérielle moyenne. Si vous regardez ici les résultats un petit peu plus précis en termes de diurèse et de débit cardiaque, quand on passe de 65 à 75 de PAM, on augmente sa diurèse et on baisse l'index de résistivité. Voilà, c'est un moyen potentiel de repérer où on est sur la courbe d'autorégulation et la baisse d'index de résistivité sur une montée de pression est une réponse qui est plutôt associée à une reprise de la diurèse. Alors comme pour tout outil de monitorage, l'index de résistivité peut être intéressant dans les situations caricaturales. Ici c'est une femme de 34 ans qui faisait un REM syndrome sévère et après son accouchement, chez qui a été diagnostiqué un hématome sous-capsulaire du foie avec un saignement intra-abdominal majeur qui a dû être embolisé et une patiente qui avait une distension abdominale importante avec une oligoanurie et un contexte de thrombopénie qui fait toujours dire est-ce que c'est de la microangiopathie thrombotique, est-ce que c'est de l'hyperpression abdominale, est-ce que ce sont les deux? Et si vous regardez ici le profil de l'index de résistivité de cette patiente, vous voyez qu'ici il n'y a pas de diastole du tout. Voilà, il y a un blocage intrarénal complet, il n'y a quasiment plus de flux. On sait que la pression intra-abdominale peut, lorsqu'elle augmente, totalement écraser le flux et obtenir ce type de profil. Et après, évacuation de l'hémopéritoine et une fermeture cutanée exclusive et un retour à une pression abdominale normale, voilà, vous normalisez le signal. Voilà, quelque chose de caricatural, quelque chose qui vous dit que ça ne passe pas du tout, doit trouver son explication. La deuxième méthodologie qui est utilisée pour essayer d'évaluer la perfusion rénale, c'est l'échographie de contraste. Alors c'est plus visuel, voilà, on n'est pas à étudier un flux à l'intérieur d'une artériole rénale pour en déduire ce qui se passe sur tout le rein. On utilise un produit de contraste, par contre ce sont des bulles, c'est de l'hexafluorure de soufre, c'est un diamètre qui est proche de celui de l'hémoglobine, donc ça circule partout. Quand je dis ça circule partout, c'est que ça va normalement des cavités droites vers les cavités gauches en passant par les capillaires pulmonaires. Il ne faut pas utiliser ça pour diagnostiquer un FOP, sinon tout le monde a un FOP. C'est une injection intraveineuse, et lorsqu'on l'injecte à des commentaires sains, c'est une bonne corrélation avec le débit sanguin rénal, et puis c'est une bonne corrélation avec des variations de débit sanguin qui sont induites par la prise d'IEC. Alors la méthodologie est un petit peu particulière, on injecte ces bulles, et puis lorsqu'on s'expose en échographie, l'échographie habituelle, celle qu'on utilise, a tendance à casser les bulles, donc on baisse l'index mécanique beaucoup plus bas pour respecter l'intégrité des bulles et ne pas les griller. Alors on a fait une étude chez des patients en choc septique pour essayer d'évaluer si cet outil permettait de mesurer la perfusion rénale. 20 patients en choc septique, on a comparé à 10 patients en contrôle. 2 tiers des patients septiques faisaient une insuffisance rénale aiguë. Et je vous invite à regarder les résultats à l'admission. Le temps de transit moyen, c'est le temps que mettent les bulles pour arriver au rein. Comment on fait ça? Lorsque le produit est injecté, qu'on expose avec l'appareil d'échographie avec un index mécanique habituel. Ça grille toutes les bulles dans le plan échographique, ce qui fait qu'après on regarde le temps de recolonisation de ce plan qui était vide de bulles, on regarde le temps de recolonisation par les bulles qui arrivent. Et vous voyez qu'ici, le temps est extrêmement variable. Il y a une partie des patients, ils sont très proches des contrôles de réanimation, et une partie des patients pour qui ce temps est multiplié par 4, 5, voire quasiment 10. Donc il y a une grande variabilité en fait de la perfusion rénale au cours du choc septique. L'index de perfusion, qui est aussi un index dérivé, montre la même chose. Il y a une grande variabilité de la perfusion rénale au cours du choc septique. Alors,
Ici, vous voyez une perfusion rénale qui est normale, c'est-à-dire que progressivement, vous voyez les grosses artérioles qui partent du centre, hein, qu'on voit bien, et petit à petit, des bulles qui colonisent de part et d'autre. Ici, c'est différent, vous voyez que le parenchyme se colonise de façon extrêmement rapide, il y a une hyperémie rénale qui est majeure. Et chez ce patient, qui était totalement anéurique, vous voyez qu'au cours du temps, il ne se passe pas grand-chose. Il y a quasiment une déshabitation totale de la perfusion rénale. Ouais, c'est ça, au cours du choc septique, les trois profils existent. Et sur le plan expérimental animal, c'est décrit. La perfusion peut être élevée avec des shunts qui ne passent pas par les glomérules, ce qui donne l'insuffisance rénale, ou la pression peut être totalement effondrée. Et alors ça peut être un problème hémodynamique central ou infrarénal, certes, mais le niveau de perfusion peut être très différent pour des patients qui ont un phénotype similaire, c'est-à-dire une créate qui monte et une oligonurie. Si vous regardez, au cours du temps, entre les patients septiques et les patients contrôle, globalement, la perfusion est plus altérée chez les septiques que les contrôles. Et si on regarde ceux qui ont fait l'insuffisance rénale aiguë versus ceux qui ne la font pas, il y a quand même globalement, en moyenne, une baisse de la perfusion rénale dans le choc septique, mais 25% d'entre eux gardent une perfusion normale. Voilà, donc ce type d'outil peut être utile pour dépister une hypoperfusion rénale, parce que c'est une urgence que de réussir à revasculariser la main. Et un des moyens de faire ça reste l'augmentation du niveau de pression artérielle moyenne. C'est un des tests qu'on peut faire une fois qu'on a rétabli un débit cardiaque. Donc c'est une étude qui a été faite par des collègues qui sont suisses, toujours en échographie de contraste. Vous voyez qu'entre avant et après la mise sous noradrénaline pour augmenter le niveau de PAM, la réponse individuelle est variable. Et ils ont ici, chez leurs patients, 3 patients sur 12, un quart, qui ont une très bonne réponse en termes d'os de perfusion rénale avec l'augmentation de la PAM. Alors il reste du travail à faire parce que déjà c'est injecter un produit, deuxièmement il faut le logiciel pour pouvoir regarder la perfusion avec les bulles, je ne vais pas vous dire que ça se fait comme ça facilement. Et ça peut être utile pour débiter une hypoperfusion corticale. L'idée c'est de pouvoir le faire désormais avec une injection et que le logiciel soit sur l'appareil d'échographie, parce que pour l'instant il n'est pas. Ça permettrait plus facilement de tester une augmentation de la PAM, en plus de ce qu'on fait cliniquement, puisqu'on regarde une clairance de la créatinine et on regarde la réponse antidiurése en général quand on fait une élévation de la PAM. Et puis, ici, on mesure principalement la perfusion corticale, car comme vous pouvez le voir, la perfusion médulaire, qui correspond aux petites parties noires qui sont sur la partie gauche de la diapositive, la médulaire est plus difficile à estimer. On peut l'estimer facilement au labo sur le cochon, mais comme on peut poser la sonde directement sur le rein, c'est plus facile. Chez l'être humain, il y a la paroi, et la perfusion médulaire est plus difficile à voir. Voilà, le dernier élément qui commence à être utilisé, ou en tout cas qui commence à être investigué sur le plan de la perfusion rénale, c'est le Doppler veineux rénal. Ici, en temps normal, le Doppler veineux est continu, avec une petite excroissance au cours de la systole. Et lorsque les pressions augmentent et que le rein devient congestif, vous voyez qu'on discerne deux signaux, des signaux biphasiques, la systole et la diastole, avec une perte du flux entre ces deux instants. Et lorsque la pression de congestion augmente encore, il n'existe du flux plus qu'en diastole au niveau veineux. Voilà. C'est un moyen d'estimer de façon non invasive le caractère congestif de façon semi-quantitative. Voilà ce que vous obtenez comme type de signaux sur le plan du Doppler. Je vous demande de regarder la partie négative du signal. C'est continu ici, un flux systolique, un flux diastolique et un flux diastolique unique. Voilà, c'est séduisant, ça donne en direct le caractère congestif à la sortie du rein. Alors il faut toujours confronter quand même au devenir des patients. La première étude qui a été réalisée là-dessus, bon, elle ne montre pas d'association de cette pression de congestion avec le MAKE-30. Mais le MAKE-30, c'est un peu compliqué, c'est un devenir qui est soit le décès, soit le doublement de la créate à la sortie de réanimation, soit être toujours dialysé, soit avoir eu recours à la dialyse. Donc là, on parle d'insuffisance rénale sévère, qui n'ont pas récupéré puisque la créate reste doublée à la sortie de réanimation. Si on regarde juste l'événement insuffisance rénale aiguë, si vous regardez ce qui se passe en post-op de chirurgie cardiaque, là c'est J-1, c'est-à-dire c'est en pré-op, là vous êtes en post-op, plus l'insuffisance rénale est sévère, plus effectivement c'est associé avec une pression de congestion qui est importante. Voilà, c'est un premier signal, il reste encore beaucoup de travail à faire,
c'est pas parce qu'il y a une part congestive qu'on fait forcément l'insuffisance rénale. Sur un rein sain, ça peut passer, d'accord. Et ce que je ne sais pas encore dans cette étude, c'est, on le sait tous, en chirurgie cardiaque, il peut y avoir une dysfonction rénale. On peut être amené à faire de la réanimation en réanimant cette dysfonction rénale, parfois faire du remplissage vasculaire qui est excessif si on ne monitore pas l'hémodynamique, et la congestion est peut-être survenue après. Voilà. Il nous manque encore des études pour savoir si intervenir dessus peut permettre de décongestionner, d'améliorer le devenir rénal. Donc en conclusion, l'échographie rénale, c'est très facile et très pratique à utiliser pour diagnostiquer une obstruction. Voilà, on peut tous le faire en réa dès qu'on a une dysfonction rénale aiguë. C'est très aisé à faire. L'index de résistivité rénale, il est utile pour la prédiction de la survenue d'une insuffisance rénale aiguë ou de son caractère transitoire ou prolongé dans des populations bien définies. Il faut faire attention à quelle population on s'adresse. Il faut regarder à quoi correspond la population de sa propre réanimation. Ça donne une information qui est limitée sur la perfusion rénale, mais par contre c'est très utile dans les situations caricaturales. C'est très proche du Doppler transcrânien, il ne va pas avoir de diastole rénale du tout. Quand on fait un index de résistivité, c'est la mydriase bilatérale du rein. Il y a une obstruction, le flux ne passe pas par définition et il y a un diagnostic à faire. Alors l'échographie de contraste, elle estime la perfusion rénale, mais elle a besoin d'un peu de simplification pour passer dans les mœurs. Et le Doppler véno-rénal, il est intéressant pour mesurer la congestion, mais il y a aussi encore du travail à faire, de plus amples investigations pour savoir si ça apporte un intérêt en termes de thérapeutique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Anatole. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à propos de, je pense, quelque chose que peu de monde, voire personne d'entre nous ne sait faire? Quelqu'un sait faire de l'écho rénal dans la salle? Y compris nous? Non. Moi j'avais une question, justement, comme on est très peu à savoir faire ça. Tu le placerais où dans la facilité, par exemple, d'acquisition de la compétence minimale par rapport au transcrânien? C'est quelque chose qui parle un peu plus aux jeunes. L'acquisition, elle est assez similaire, voire plus simple que pour le transcrânien. Après 5 à 10 échographies rénales, on est facilement capable de mesurer un index de résistivité. Voilà, il n'y a aucun problème. Le seul élément limitant, contrairement au cerveau, c'est que les patients respirent, le rein bouge un petit peu. Donc c'est parfois un petit peu fastidieux que le signal Doppler reste pile poil sur le vaisseau. Chez quelqu'un en VS, vous lui demandez d'arrêter de respirer quelques secondes. Chez quelqu'un qui est en ventilation contrôlée, s'il ne pose pas de soucis ventilatoires, parfois il faut faire une pause. Sinon, il faut savoir rester en place, on va dire, ne cerner que les 2-3 flux Doppler que vous aurez au moment de la fin de l'expiration, parce que c'est là qu'il y a la plus grande pause. Voilà. Il faut essayer d'avoir 2-3 signes Doppler, mais vous n'aurez pas toujours, comme pour le Doppler transcrânien, ces 4-5 écrans consécutifs où vous avez un beau tracé. Voilà. Le patient respire, le rein bouge avec. Autre question, là, dans l'utilisation, par exemple dans le syndrome du compartiment abdominal, ou quand on commence à s'approcher d'un vrai compartiment, donc la position de la diastolique, est-ce que, en utilisant l'écho rénal, vous avez déjà eu des cas où un compartiment qui ne paraissait pas forcément être aussi flagrant, ça vous a tranché, vous avez dit, oula, il y a vraiment un retentissement vasculaire rénal majeur, ou au contraire, on se dit, bon, le patient est passé en insuffisance rénale, ça vous a permis d'utiliser des petites mesures de soulagement du compartiment et observer une récupération, et on vous a dit, tiens, là, on a fait quelque chose avec un impact. Oui, alors parfois, parfois il suffit de curariser le patient et on voit une récupération d'un flux au niveau du rein. Donc selon la cause, voilà, c'est toujours facile de dire bon c'est chirurgical, maintenant il faut ouvrir et puis faire une fermeture cutanée exclusive, voire laisser avec un VAC en position ouverte, ça fait une morbidité. Donc on peut mesurer ce qui se passe rien qu'avec des interventions médicales et avec la curarisation, oui, on l'a parfois et on s'est arrêté là. Et après, dans les cas, on va dire, litigieux, parce que c'est toujours une grande discussion avec les chirurgiens, surtout si les pressions sont modestes. Quand le ventre est de bois, personne ne conteste. Et quand effectivement les pressions sont de l'ordre de 20, c'est élevé, mais le chirurgien ne veut pas trop. Ça emporte les décisions, disons que ça emporte notre conviction pour pousser à faire. Je ne dis pas que nos collègues chirurgiens ils écoutent exactement ce qu'il y a sur l'index de résistivité, mais ça emporte notre conviction pour pousser à faire, parce que c'est une histoire de conviction, donc on fait ça.
En l'occurrence, pour la passion dont on parlait, comme il y a un diagnostic différentiel sur la microangiopathie thrombotique, c'est intéressant de savoir ce qui se passe. Voilà, il y en a un, c'est la plasmaphérèse, l'autre, c'est la chirurgie. Peut-être les deux, mais il se trouve que la chirurgie a suffi. Il n'y a pas besoin de plasmaphérèse derrière. La thrombopénie à récupérer, c'est pas de masse. Voilà. Effectivement, là, je pense que c'est un message important, quelque chose qui est sain et quelque chose qui peut apporter des arguments, des informations dans des situations assez complexes où justement il y a des enjeux thérapeutiques. Après, l'impact réel n'est pas encore déterminé. Je pense que c'est important. Moi, je vais poser des questions de béotiens, parce que c'est pour avoir un praticien formé dans le service, c'est quand même pas facile d'avoir quand même des belles images. Pour la salle, quels sons on utilise? Est-ce qu'il y a des réglages spécifiques au rein à implémenter sur l'appareil? C'est la question. Alors, on utilise les sondes abdominales, les sondes convexes, c'est ce qui permet quand même d'avoir le meilleur signal. On se place plus souvent au niveau du rein droit, il est un peu plus bas, donc il est souvent plus accessible. Voilà, quand on ne peut pas, on fait rein gauche, s'il y a des montages chirurgicaux dans la zone. Et l'ennemi public numéro 1 qui fait qu'on est vraiment gêné, c'est la respiration rapide, voilà, qui fait qu'on a du mal à rester un peu longtemps en place pour avoir plusieurs signaux d'affilée. Et voilà, chez un patient en ACFA, quand il faut en moyenner quelques-uns, je vous en ai pas parlé, mais c'est comme un signal d'ITV, donc voilà, on est limité par ça. Le deuxième ennemi, c'est bien sûr, c'est un organe qui peut être profond selon la corpulence des patients. Et chez quelqu'un d'obèse qui a beaucoup d'œdème pariétal, on est déjà à plus de 10 kg en réanimation, là c'est vrai que les signaux sont plus difficiles à avoir. On peut être limité par ça. Mais avec une sonde convexe, chez la plupart des patients, si on arrive à gommer un petit peu la polypnée, franchement en VS, il écoute, il suffit 2-3 secondes de pause. J'ai un patient SDRA qui est très dépendant de la ventilation mécanique, on ne peut pas trop modifier ça, mais comme c'est extrêmement régulier, on s'en sert. Dans les études, on connaît la part d'échec pour obtenir un Doppler rénal Oui, dans les études, on connaît la part d'échec, il est de l'ordre de 10%. Voilà. Après, bon, j'ai tendance à être persévérant, un peu buté dessus, donc une fois que j'ai sorti l'appareil, c'est pour avoir une réponse, donc on finit par l'avoir. Mais sur le Doppler transcrânien, par exemple, alors je pense que maintenant on est un peu moins de 10% parce que les appareils ont progressé. Et puis surtout, les bulles dont je vous ai parlé, on s'en sert aussi pour le Doppler transcrânien, c'est fait plus personne n'est anécogène. En fait. Si jamais on n'a pas le signal, on fait les bulles et on perçoit le Doppler transcrânien grâce aux bulles. Plus personne n'est anécogène. On a vu dans les premiers topos, il fallait plutôt associer. Ça, on se prend le micro. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Je disais, on a vu dans les deux premiers topos qu'il fallait associer l'échographie de plusieurs organes, notamment cardio et pulmonaire. Et j'imagine qu'avec le Doppler rénal, c'est vrai que la même chose, on va devoir interpréter les données de l'échographie cardiaque. Et je me pose la question, si on se met à monitorer tous les organes, qu'est-ce qu'on va faire si on a des données discordantes entre les organes? D'accord. C'est la dure vie de la réanimation où, quand on a beaucoup de données, il faut essayer de trancher. C'est une bonne question, c'est-à-dire que faire un Doppler rénal à quelqu'un qui arrive en état de choc et qui est hypotendu, je pense qu'à part pour dépister s'il y a une obstruction, parce qu'il y a une insuffisance rénale aiguë évidente, la phase toute initiale, il faut se limiter là. On stabilise le patient, on vérifie qu'il n'y ait pas de dysfonction cardiaque, on rétablit un état volémique et on rétablit une perfusion tissulaire avec ce qu'on sait faire habituellement. Voilà. C'est une fois que ça c'est fait, comme l'insuffisance rénale va probablement persister, c'est là qu'on peut faire l'étude hémodynamique. Voilà. Et éventuellement, ça peut donner une réponse sur le fait que la stabilisation qu'on a faite, elle n'est pas encore suffisamment adaptée au rein. Il faut quand même faire le minimum, on rétablit une pression artérielle et un débit cardiaque adapté aux besoins, soit sur une SCVO2 par exemple. Donc c'est quelque chose qu'on fait en deuxième ligne, qui n'est pas le premier examen qu'on ferait, contrairement à une échographie cardiaque. Quand on est en état de choc, on a besoin de savoir si c'est une tamponnade, une EP, et ça, la sonde d'écho, on va l'appliquer sur le thorax. Donc je vais faire la publicité de mes deux collègues précédents, c'est j'applique d'abord la sonde sur le thorax avant d'aller faire une échographie rénale. Après, est-ce que c'est discordant? Oui, ça peut l'être, c'est-à-dire on est hyper satisfait de ce qu'on a fait. Tout est parfait, la SCO2 est nickel, est au carré, on pense que la perfusion est bonne, et puis on peut s'apercevoir que ça passe pas très bien au niveau des reins. Mais bon, on le sait ça, par exemple dans une maladie septique, le phénomène peut continuer au niveau des reins alors qu'on a stabilisé la macrohémodynamique. Dans la microhémodynamique, ça passe pas très bien. Je suis d'accord qu'on n'a pas beaucoup d'armes, mais ça peut être le moment de discuter le niveau de pression artérielle. Voilà, c'est l'arme majeure qu'on
minima, une fois qu'on a stabilisé, pour faire peut-être un peu plus en termes de perfusion. Et si l'index de résistivité est très mauvais, moi, ça me pousse à faire le test absolument, justement, quel que soit l'heure. De monter la balle. Voilà. J'ai juste une question, Anatole. Tu disais que donc tu montes la pointe pour essayer d'améliorer l'index de résistivité. On peut, et le fait de baisser la pression veineuse centrale, c'est mieux, c'est fait pareil ou pas? Alors, en effet, globalement, la pression de perfusion rénale, c'est l'entrée moins la sortie. La sortie, c'est la PVC. Quand la PVC est élevée, elle devient plus négligeable. Voilà, comme dans l'équation, il faut la prendre en considération. Oui. Et on peut aussi évaluer l'effet que ça a, particulièrement chez les patients congestifs qui ont des dysfonctions cardiaques. C'est moins notre population en neuroréanimation et en traumato. On a vu un récemment qui était justement affecté à 22 de PVC. Sûr qu'à 22 de PVC, avec un cœur droit très distendu, c'était sur une amylose cardiaque. Le fait de réussir à baisser la PVC, on a réussi en bout de nuit de passer de 22 à 10 sur des réglages de pacemaker, sur de la dobu et un peu de diurétique. On peut estimer le retentissement que ça a sur l'index de résistivité. Et le voir baisser est une réponse favorable. Donc dans son cas, même avec 22 de PVC, c'est pas forcément quelqu'un qui avait un index de résistivité très élevé. C'était 0,78, on passe à 0,72, 0,73 une fois qu'on descend la PVC. Et ça, 0,78 à 0,73, c'est beaucoup. Alors, il faut considérer qu'une baisse de 0,05, c'est beaucoup. C'est-à-dire, si on regarde, on détaille les papiers, quand les gens ont fait des montées de panne notamment, si on regarde la baisse, la baisse significative, c'est 0,05. Ouais. Mais je vous demande de penser qu'on est dans une échelle qui est faible, entre 0,5 et 1. Voilà. Doppler transcrânien, c'est 0,7, parfois jusqu'à 3. Donc, quand on a une échelle de variation du chiffre qui est faible, les variations plus faibles. Après 0,01 à 0,02, c'est de l'ordre de l'erreur de mesure. Ça, c'est pas évaluable. Voilà.